Le PIB? Alors ça, c'est quelque chose dont on parle tout le temps, mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire? D'ailleurs, tu le savais toi que le PIB est aussi très lié à l'énergie? Aujourd'hui, on regarde ensemble ce qui se cache derrière la notion de PIB et on observe en quoi cette notion est directement liée à l'énergie. Prêt pour un mélange d'économie et de physique? C'est parti! Comme d'habitude, on commence par revoir les bases pour être certain qu'on parle bien tous de la même chose. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Il y a plusieurs manières de le décrire et de le définir. La première équation, c'est celle-ci. Le PIB est égal à la consommation, plus les investissements, plus les dépenses publiques, plus les exportations nettes ou les exportations moins les importations. Eh ben ça y est, je suis déjà perdu. Attends, laisse-moi le dire autrement. On dit aussi que le PIB correspond à toute la production d'un pays en valeur ajoutée, plus tous les revenus, plus toutes les dépenses de consommation des ménages, la nourriture, le transport. Sur le schéma que tu vois apparaître, on observe un cycle. Les particuliers comme toi et moi consomment des produits et des services créés par les entreprises. Ces entreprises s'enrichissent donc grâce à la vente de ces biens et services. Mais il y a un autre acteur qui entre en jeu, c'est l'État. Lorsque les particuliers consomment, ils payent des taxes à l'État. Lorsque les entreprises vendent, c'est la même chose. Les taxes sont donc les recettes de l'État qui redistribuent une partie sous forme de politique d'investissement et ou sous forme de politique de relance de la consommation. Pour t'illustrer les choses encore plus simplement, on peut dire que l'économie est une sorte de grand trésor et que le PIB correspond à ce qu'on y ajoute chaque année. La croissance, c'est l'augmentation de la taille de ce trésor d'une année à l'autre. Ouais, bon, on le connaît à force. Il va bientôt nous dire que tout n'est pas si simple. C'est malheureusement vrai. Tout n'est pas si simple. Le PIB a en effet plusieurs limites que les économistes connaissent d'ailleurs très bien. Premièrement, il ne renseigne pas sur le stock, c'est-à-dire sur la taille du trésor. Il enregistre uniquement le flux entrant qui vient s'ajouter au trésor. Ensuite, il ne fournit pas d'informations sur l'économie non marchande, comme le volontariat ou le banditisme. Un dealer de drogue qui vide l'économie souterraine n'apparaît pas ou mal dans le PIB. Et enfin, le PIB va mesurer la production de richesse, même si elle n'est pas souhaitable pour une société. Par exemple, les coûts résultant d'un accident de voiture, hospitalisation, médicaments, invalidité, augmentent le PIB. Eh ben tu parles d'une richesse, toi. Allez, parlons maintenant d'une autre notion, la fonction de production. Selon les économistes néoclassiques, Y correspond aux quantités produites. Y est fonction de L qui représente le travail et de K qui correspond au capital. Ce qui est étonnant dans cette définition, c'est qu'elle sous-entend que pour réguler la croissance, il faut soit botter les fesses des travailleurs qui ne veulent pas travailler, soit botter les fesses des banquiers qui ne veulent pas investir. Mais attends, tu n'as pas l'impression qu'il manque un paramètre dans l'équation? Si j'étais physicien, je te dirais tout de suite, les ressources évidemment. La physique a démontré depuis longtemps déjà que toute activité économique se résume à transformer des ressources déjà présentes dans l'environnement. Et ça, tu vois, ça m'amène à une question. Où sont les ressources dans le schéma qu'on voit à l'écran? Ici, on peut voir une représentation de l'économie qui considère mieux les ressources. On voit bien que pour obtenir des biens et des services qui sont des ressources naturelles transformées, eh bien, il faut justement avoir des ressources naturelles à transformer. Pour transformer les ressources, il faut bien sûr du travail. Ce travail provient aujourd'hui un petit peu des humains, mais aussi beaucoup des machines. On l'a vu tout à l'heure, en plus du travail, il faut du capital. Il s'agit d'une boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'on conserve une partie des ressources transformées pour améliorer la production future. On peut par exemple décider de développer une ligne de production pour y mettre en action des machines plus performantes. Avec ce graphique, on voit clairement que plus on a de ressources à disposition, plus on peut créer des machines qui vont transformer les ressources pour produire nos biens et services. Ouais, bon, c'est super tout ça, mais je vois pas bien le rapport avec l'énergie. En fait, il y a un lien direct entre les deux. Sur ce nouveau graphique, on voit très clairement que l'évolution du PIB est tout à fait similaire à celle de l'énergie. Pour que tu puisses observer les deux courbes dans le même graphique, je t'ai regroupé les valeurs sur l'axe des ordonnées dans différentes unités de mesure. Alors, que nous montre ce graphique? Eh bien, on voit clairement que la courbe du PIB, en bleu,
varie de la même manière que la courbe de consommation d'énergie primaire en rouge. Pour te le dire autrement, lorsque la quantité d'énergie consommée augmente, le PIB augmente. Inversement, lorsque la quantité d'énergie consommée diminue, le PIB diminue. C'est exactement ce que l'on peut voir sur le graphique en 2008. La crise économique mondiale présente bien la baisse conjointe du PIB et de la consommation d'énergie primaire. Je me dois de te préciser quelque chose. Sur ce graphique, rien ne montre quelle variable influence l'autre. On ne voit d'ailleurs même pas s'il existe un vrai lien de cause à effet entre les deux. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il y a une évolution très similaire entre les deux courbes. Oui, bon, moi je vois pas du tout l'intérêt de rassembler deux courbes dans un graphique s'il n'y a pas de rapport entre les deux. Il y en a un justement, et on va le voir maintenant en analysant la relation entre les deux variables à l'aide de la régression linéaire. Chaque point rouge que tu peux voir correspond à la valeur d'une année donnée. Par exemple, le premier point montre qu'en 1960, le PIB mondial était à 11 trillions de dollars et que la consommation d'énergie était à 40 000 TWh. Tu es d'accord avec moi? Si le PIB et la quantité d'énergie consommée n'évoluaient pas de la même façon, les points rouges auraient été dispersés dans tous les sens sur le tableau. Parfois, le PIB augmenterait tandis que la consommation d'énergie diminuerait, ou vice-versa. Mais ce n'est pas le cas. En fait, tu vois bien que le PIB et l'énergie se suivent presque parfaitement depuis 60 ans. Et cela n'a rien d'étonnant. Les ressources naturelles sont indispensables dans notre système productif. Plus on en a à disposition, plus on peut transformer l'environnement pour créer des objets et plus on gagne d'argent grâce à la vente de ces objets. Allez, regarde avec moi. On retourne à notre petit schéma de l'appareil productif. Si on supprime les ressources, on a plein de machines et d'humains, mais on n'a rien à transformer. Pas de minerais, ni aucune autre ressource pour construire des voitures, des ordinateurs. Pas de sable pour faire du ciment, qui sert à construire les maisons. Pas de bitume pour enrober les routes. Et en plus de ça, on n'a ni pétrole, ni gaz, ni charbon, donc rien à mettre dans les machines pour qu'elles fonctionnent. Tu l'as bien compris, il n'y a donc pas de production de biens et de services, et donc pas de PIB. Allez, on va illustrer tout ça avec un exemple et ça sera encore plus clair. Prenons le cas d'une entreprise de distribution de légumes. Pour pouvoir fonctionner, elle a besoin de légumes qui viennent de la terre. Ce sont les ressources naturelles. L'entreprise a également besoin de camions et de chauffeurs, chauffeuses qui vont transporter ces légumes. Les légumes, plus les camions, plus les salariés, forment l'appareil productif de l'entreprise qui fournit un service, la livraison des légumes aux clients. Imagine qu'on enlève les ressources naturelles. Il n'y a plus de terre fertile permettant aux légumes de pousser. Et il n'y a plus non plus de carburant permettant aux camions d'avancer. Ah là, c'est la fin des haricots, hein. C'est le cas de le dire. Tu vois bien que l'appareil productif passe à l'arrêt. Il n'y a plus de livraison et par conséquent, il n'y a plus de PIB non plus. Par contre, il y a plein de camions qui ne roulent pas et plein de salariés au chômage. Ce n'est plus un secret pour personne, les ressources naturelles sont loin d'être toutes renouvelables. Et avec ce modèle, on voit clairement qu'ignorer les ressources naturelles dans les scénarios économiques est aujourd'hui un non-sens total. Dans une entreprise, tout ce qui se dégrade est comptabilisé dans un plan d'amortissement. Tu peux me dire pourquoi l'économie mondiale ne prend pas en compte les ressources naturelles alors qu'on sait très bien qu'elles diminuent? Eh bien en fait, c'est parce qu'on ne sait pas bien mesurer le montant des dégradations à amortir. D'un côté, les ressources se raréfient sur une échelle de temps beaucoup trop longue pour qu'une entreprise ou même un État puisse intégrer la dégradation dans un plan d'amortissement. Imagine par exemple qu'une commune autorise l'installation d'une grande surface en sortie de bourg sur une ancienne surface agricole. Quelle est la valeur de cette suppression d'un écosystème? Combien d'insectes, de vers de terre, de pissenlits ont été retirés et quels services écosystémiques rendaient-ils à la commune? Tu vois bien que c'est très compliqué à mesurer. Eh bien si on doit même compter les pissenlits, on n'est pas sorti de l'auberge. Heureusement, de nouveaux modèles de comptabilité qui intègrent à la fois un plafond environnemental et un plancher social commencent à émerger. Quelques entreprises pionnières en la matière prennent une longueur d'avance en adoptant cette comptabilité multicapitaux et on espère qu'elle deviendra la norme. L'enjeu est crucial. Avec la déforestation, l'urbanisation et l'agriculture chimique, la biodiversité décline à vitesse grand V. Pourtant, cette biodiversité, c'est tout simplement la base de l'équilibre du vivant
avec nous les humains inclus bien entendu. Supprimer les services rendus par la biodiversité revient à scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Moins de biodiversité égale moins de pêche, moins de fertilité des terres, mais aussi moins de médicaments, car plus de 50% des médicaments sous ordonnance ont été créés grâce à la biodiversité. Alors franchement, moi je crois qu'il est temps de réviser nos modèles de mesure. Je te laisse méditer là-dessus jusqu'à notre prochain épisode et je te dis à la semaine prochaine.